Bonsoir à toutes et à tous. Veuillez tout d'abord nous excuser pour ce retard dû à une intervention en direct et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Liban. Au deuxième jour de sa journée officielle à Beyrouth, le président palestinien Mahmoud Abbas a poursuivi ses rencontres avec les hauts responsables libanais sur fond de tensions régionales et préoccupations sécuritaires communes. Le chef de l'autorité palestinienne a été reçu à Ain Tine par le président du Parlement Nabih Berri. Pendant près d'une heure, les deux hommes ont abordé la situation dans les territoires palestiniens, l'agression israélienne en cours à Gaza et en Cisjordanie, ainsi que l'avenir des relations libano-palestiniennes. Mahmoud Abbas s'est ensuite rendu au Grand Sérail, où il a été accueilli par le Premier ministre libanais Nawaf Salam. Une réunion bilatérale, suivie d'un entretien élargi à des responsables sécuritaires et diplomatiques des deux parties, a permis de discuter des moyens de renforcer la stabilité et d'assurer la souveraineté de l'État libanais, y compris dans les camps palestiniens. À l'issue de ces échanges, un communiqué conjoint a réaffirmé que les Palestiniens au Liban sont des hôtes et rejettent toute idée de neutralisation, tout en réaffirmant leur attachement au droit au retour. Le Liban s'engage à mettre fin à toute présence armée en dehors du cadre de l'État, y compris dans les camps, en accord avec les parties palestiniennes. Une commission exécutive conjointe sera formée pour assurer la suivi de ces engagements. Les deux dirigeants ont également appelé à un cessez-le-feu immédiat à Gaza, à l'arrêt du déplacement forcé des Palestiniens, à l'acheminement de l'aide humanitaire et à la reconstruction du territoire sous l'autorité de l'autorité palestinienne. Enfin, Mahmoud Abbas et Nawaf Salam ont réaffirmé leur attachement à la solution des deux États, conformément aux résolutions internationales et à l'initiative de paix arabe lancée depuis Beyrouth en 2002. Un séisme de magnitude 6,1 s'est produit ce matin au large de l'île grecque de Crète, a annoncé l'Institut américain de géophysique, la USGS. La secousse survenue à 6h19 heure locale a été ressentie jusqu'à Athènes, en Égypte et dans plusieurs régions, notamment le Liban, à Beyrouth, Saïda, Nabati et Tripoli, où des habitants ont brièvement évacué leur logement par précaution. Aucune victime ni dégâts n'a été signalée selon la défense civile, mais cette secousse a ravivé l'inquiétude d'une population déjà fragilisée par les crises économiques et politiques et humanitaires. L'Observatoire national des sciences sismiques appelle à rester vigilant face aux répliques potentielles. En Crète, bien que les pompiers aient été placés en état d'alerte, aucun dégât majeur n'a été rapporté. Le séisme d'une profondeur de 68 km est le deuxième de cette intensité en mer Égée en moins de 10 jours. Quand la guerre s'invite dans la vie, elle finit aussi par monter sur scène. À Beyrouth, la douleur du conflit résonne dans les salles obscures. Entre danse, drame, témoignages, le théâtre libanais devient un espace de mémoire, de résistance et de survie. Dans Lorsque j'ai vu la mer, le chorégraphe Ali Shahrour met en lumière un drame trop souvent oublié, celui des travailleuses migrantes abandonnées pendant la guerre de l'automne 2024. Ali Shahrour estime « Danser, c'est mon seul outil de résistance. J'ai voulu que ces femmes racontent en paroles et en gestes ce qu'elles ont vécu. Le spectacle donne voix à ces invisibles. Sur scène, deux Éthiopiennes et une Libano-Éthiopienne livrent des récits puissants. La pièce sera bientôt jouée à Paris, Berlin et même au Festival d'Avignon. Même son de cloche donc trop serré de Fatima Bazzi, forcée de fuir Beyrouth pour l'Irak pendant les frappes israéliennes. La guerre est devenue le décor involontaire d'une pièce initialement intime sur la violence conjugale. Fatima Bazzi affirme « C'était un remède, une façon de continuer malgré tout. Les comédiens rejouent leur propre angoisse. Les appels en urgence, les silences pesants, les répétitions suspendues par les alertes de bombes. » Pour Omar Abiazar, fondateur de la troupe Zoukok, le théâtre libanais ne peut fuir la réalité. Sa pièce « Stop Calling Beirut » puise dans ses souvenirs de la guerre civile. Elle avait été annulée en 2024, elle vient enfin d'être jouée. Il souligne « Nous sommes les enfants de la guerre, on a grandi dans la crise et c'est dans cette crise qu'on continue à créer. » Au Liban, les rideaux s'ouvrent sur les blessures d'un peuple, mais à travers l'art,
Un espoir fragile demeure, raconté pour ne pas oublier. L'armée israélienne a intercepté 2 missiles balistiques lancés depuis le Yémen en l'espace de quelques heures. Les rebelles houthis ont revendiqué les attaques, affirmant viser l'aéroport Ben Gourion au sud de Tel Aviv. La première alerte a retenti dans la nuit dans le centre d'Israël, suivie d'une seconde jeudi matin dans la région de Jérusalem. Les systèmes de défense israéliens ont intercepté les 2 missiles, évitant tout dégât majeur selon les autorités. Les Houthis ont confirmé l'attaque. Leur porte-parole, Yahya Sarir, affirme également avoir envoyé des drones vers Yafa et Haïfa, ciblant des installations stratégiques. Le 4 mai dernier, un missile Houthi avait franchi le système de défense israélien et atteint le périmètre de l'aéroport Ben Gourion. Une attaque qui avait paralysé temporairement le trafic aérien international à destination de Tel Aviv. En réponse, Israël a déjà mené plusieurs frappes aériennes contre les Houthis au Yémen, affirmant vouloir stopper ce front secondaire déclenché depuis la guerre de Gaza. Les Houthis justifient leur attaque en se disant solidaires au peuple palestinien et à Gaza et promettent de continuer tant que les opérations militaires israéliennes se poursuivent. Et parallèlement, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré qu'Israël serait prête à accepter un cessez-le-feu temporaire, mais uniquement pour permettre la libération de certains otages retenus à Gaza. Face à une pression internationale grandissante, Netanyahou évoque 20 otages encore en vie de façon certaine sur les 58 toujours captifs. Mais il réaffirme en parallèle que l'armée israélienne prendra le contrôle de toute la bande de Gaza. Depuis samedi, l'offensive terrestre s'intensifie. À Jénine, un autre front de tension. L'armée israélienne a tiré des coups de semonce lors d'une visite de diplomates internationaux, suscitant une condamnation unanime de l'ONU, de l'Union européenne et de plusieurs pays européens. Sur le plan humanitaire, 100 camions d'aide de l'ONU ont été autorisés à entrer par le point de passage de Karm Abu Salem. Le volume de l'aide décrit par l'ONU l'indique comme une goutte d'eau dans l'océan, des besoins est encore très loin de ceux qui entraient dans le territoire avant le blocage de l'aide début mars. Israël, de son côté, se dit déterminé à éviter une crise humanitaire tout en poursuivant sa campagne contre le Hamas. Mais les critiques montent, le Royaume-Uni suspend ses discussions commerciales avec Israël et l'Union européenne réexamine son accord d'association. Plus de 53 500 Palestiniens morts à Gaza, principalement des civils selon l'ONU. Une tragédie humanitaire qui pèse désormais lourdement sur la scène diplomatique mondiale. Choc à Washington. 2 employés de l'ambassade israélienne ont été tués aux abords du musée juif de la capitale américaine. Les autorités parlent d'un acte ciblé à caractère diplomatique et potentiellement antisémite. Un homme aurait ouvert le feu sur un homme et une femme, tous 2 membres du personnel diplomatique israélien. Les 2 victimes sont décédées sur place. Kristi Noem, la ministre américaine à la sécurité intérieure, a écrit sur X « Une attaque insensée, nous enquêtons activement pour retrouver tous les complices s'il y en a. » Le tireur présumé, interpellé peu après l'attaque, aurait crié « Free Palestine » au moment de son arrestation. Un message lourd de sens dans un contexte international déjà extrêmement tendu. Plusieurs dirigeants israéliens ont vivement condamné l'attaque. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré avoir ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans les missions diplomatiques israéliennes à travers le monde. À l'ONU, l'ambassadeur israélien Dani Danon a dénoncé un acte de terrorisme antisémite, appelant les États-Unis à des mesures fermes. Il a martelé « S'attaquer à des diplomates et à la communauté juive, c'est franchir une ligne rouge. Israël n'en restera pas là. » L'attaque est désormais entre les mains du FBI et des services antiterroristes. L'attaque intervient alors que les tensions autour du conflit israélo-palestinien se répercutent de plus en plus sur les capitales occidentales. Washington, jusqu'à là épargné par la violence directe, est aujourd'hui touché en plein cœur diplomatique.
Aller à la Maison-Blanche, autrefois moment de prestige diplomatique, est devenu sous Donald Trump une épreuve à haut risque. À Washington, le bureau ovale a désormais des allures de scène de théâtre ou plutôt d'embuscade. Le dernier à en faire l'expérience, le président sud-africain Cyril Ramaphosa, reçu dans ce que certains surnomment désormais le bureau des embuscades. Alors que les deux hommes prennent place, Donald Trump demande soudain d'éteindre les lumières. Sur l'écran, une vidéo choc. Des hommes politiques sud-africains scandant « Tuez l'agriculteur ». Le président Ramaphosa, médusé, reste figé, mais il garde son sang-froid. Un contraste marqué avec Volodymyr Zelensky, reçu en février dernier et violemment interpellé devant les caméras par un Trump furieux de son manque supposé de gratitude. Depuis cet épisode, les capitales étrangères redoutent le moment Zelensky, mais certains s'en sortent mieux que d'autres. Le Canadien Mark Carney a résisté à une proposition provocante de devenir le 51e État américain. Le Britannique Keir Starmer a adouci Trump grâce à une lettre du roi Charles III. Et Emmanuel Macron, fidèle à lui-même, a joué la carte du contact personnel. Les plus chanceux, ceux qui pensent comme lui, comme le Salvadorien Najib Boukele, récompensé pour avoir accepté de recevoir des migrants dans une méga-prison. Mais l'humiliation peut être rapide. Même Benjamin Netanyahou, pourtant allié de poids, a vu Trump annoncer en direct des négociations avec l'Iran, le laissant visiblement désorienté. Entre diplomatie brutale et télé-réalité politique, Donald Trump transforme chaque rencontre en séquence télévisée calibrée. L'un de ses proches l'a résumé ainsi: « Les audiences, c'est de l'or ». Une feu de cheminée, des fauteuils en velours, une table en acajou et un demi-citron posé sur le plan de travail. Non, vous ne rêvez pas. Tout cela tient dans la paume d'une main. Bienvenue dans l'univers enchanteur des maisons de poupées miniatures. À 57 ans, Michelle Simmons, venue spécialement de Boston, redonne vie à sa passion d'enfance. Pendant la pandémie, elle a rénové une dizaine de maisons miniatures qu'elle revend ensuite. Elle affirme « J'adore les maisons victoriennes. Comme je ne peux pas y vivre pour de vrai, je les construis en petit format. » Le salon de la maison de poupées de Kensington à Londres accueille depuis 1985 les meilleurs miniaturistes du monde. Ainsi, ce sont surtout des adultes passionnés qui investissent, parfois des milliers d'euros. Susan Evans, sage-femme à la retraite, a poussé la passion jusqu'à reconstruire un village entier, avec 18 boutiques, une école, un pub et une église. Ces expositions à domicile récoltent des dons pour un hospice local. Elle dit « C'est de l'évasion et une excellente thérapie mentale après une vie de stress. » Longtemps symbole de richesse, les maisons de poupées sont aujourd'hui venues comme un refuge intérieur. L'anthropologue Dalia Iskander y voit une pratique apaisante, bénéfique face à la dépression, l'anxiété ou l'isolement. Avec la flambée des prix, certains y trouvent un moyen de vivre leur rêve d'aménagement intérieur à leur échelle. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur les programmes de Télé Libre.